qui dit qu'il estime que les listes électorales étaient truffées d'irrégularités et les cartes d'électeurs mal distribuées. Il accuse le pouvoir d'avoir confisqué les supports de campagne électorale à Pointe-Noire. Est-ce que ce n'est pas facile, ce type d'accusation, quand on se trouve dans l'opposition et que l'on estime que l'élection est gagnée, ou alors du moins on se dit on n'a pas du tout de chance d'exister lors de ces élections? Mais je pense que les vrais problèmes des oppositions africaines, c'est de ne pas savoir faire bloc sur un nom ou sur une personnalité, sur une identité qui peuvent être une identité rassembleuse ou fédératrice. C'est ça qui manque en fait. Parce que tout le monde veut être leader. Bon, c'est vrai que la diversité est une bonne chose. Mais face à quelqu'un qui est là, parce que maintenant on parle des Sassou 4, hein, face à quelqu'un qui est habitué au pouvoir, et si on y va en solo, c'est sûr qu'on va perdre. Et puis, les oppositions africaines n'ont pas les moyens par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Donc, je pense qu'en mutualisant, si ils arrivaient à mutualiser leurs oppositions ou à travailler en synergie, ils seraient beaucoup plus forts que s'ils y vont chacun d'une manière personnelle. Donc, il y a cette réalité-là qu'il faut qu'on apprenne, nous, Africains, qu'à un certain moment, il faut savoir compter ses avoirs, compter ses limites, compter ses faiblesses et voir comment est-ce qu'on peut, avec le peu qu'on a, s'associer avec d'autres pour arriver à un résultat qui soit probant. Je pense que si tout le monde s'était peut-être ligué auprès de Edouard Mpungi ou Marcel Ngitoukulu ou je ne sais pas qui, en se disant que c'est notre candidat, nous faisons bloc derrière lui, je pense que Sassou aurait quand même des nuits d'insomnie. Bon, là, je crois qu'il faut quand même dire à la décharge de l'opposition congolaise qu'il y a eu un progrès considérable par rapport aux périodes antérieures. L'opposition s'était réunie, elle a même créé un front de 18 partis politiques, ce qui n'a jamais été le cas. Au Congo, l'opposition était divisée complètement, mais cette fois-ci, il y a eu un effort de rapprochement, puisque l'opposition s'est mise d'accord sur un certain nombre d'exigences vis-à-vis du pouvoir. Malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique, parce que la logique c'était mettre le front dans un premier temps, commencer à travailler ensemble et à la fin arriver à une candidature commune. Apparemment, au fur et à mesure qu'on s'est approché de cette étape de candidature commune, les gens se sont divisés, chacun est allé dans son rang. Et la stratégie aurait été peut-être envisageable si on était sûr qu'il y aurait un second tour. Parce que bon, si jamais l'hypothèse d'un second tour pouvait se préciser, l'opposition peut dire, bon, le candidat le mieux placé de l'opposition qui viendra au second tour, on se mettra derrière lui. Mais là, on est dans une stratégie où le pouvoir va gagner dès le premier tour. Donc le fait que l'opposition ait plusieurs candidats arrange les affaires du pouvoir. Il va dire que bon, les voix de l'opposition se sont dispersées, ce qui a permis la victoire facile du président Sassou. Mais est-ce que... Oui, c'est vrai, Freddy, oui. Oui, non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de protestation face à l'élimination des autres candidats. C'est passé vraiment comme l'eau à la source et tout ça, et les gens ne s'indignent pas. Mais est-ce que ça n'arrange pas cette élimination? Si je prends un candidat comme Marcel Ngitoukulu, oui, qui pouvait faire de l'ombre à beaucoup dans l'opposition, est-ce que quelque part ça n'arrange pas cette opposition qu'il ne soit plus sur la liste? Mais face aux besoins cruciaux des Congolais de base, je pense que lorsqu'on est un acteur politique et qu'on doit y aller au combat, il faut se préparer à y aller. Moi, je pense plutôt par rapport à l'opinion internationale qui a été assez mitigée par rapport à ça. Et c'est une voix, je pourrais dire, pas très forte qu'on entend. Il n'y a pas de protestation. On a l'impression que le président Sassou peut tout faire, peut tout dire, et puis il n'y a pas cette volonté de lui dire non, il faut qu'il tienne compte quand même des voies alternatives par rapport à lui. C'est pas normal. Je ne sais pas ce que pense Sidi Kaba, mais moi je n'ai pas entendu. C'est passé vraiment comme des petits filets comme ça, alors que ça devait réveiller un peu la conscience
la conscience de tout un chacun au niveau national et au niveau international. Oui, c'est des... Je crois que le point que tu soulèves est tout à fait juste. L'autre élément, c'est aussi le problème de Ange-Edouard Pongui, c'est la division interne même à l'IPADES. C'est-à-dire que il y a une IPADES fond jaune, il y a l'IPADES d'Ange-Edouard Pongui. Du coup, quand il a été éliminé, ses autres frères ennemis de l'IPADES ont applaudi son élimination. Et ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est vrai que si à l'intérieur du pays, on a entendu quelques voix pour dénoncer, le secrétaire général Tatima Biala de l'IPADES s'est exprimé là-dessus, a dénoncé, mais sur le plan extérieur, on n'a effectivement pas entendu, notamment la France qui a des relations personnelles avec le régime de Sassou, et où le président Sarkozy est allé dire que la France n'a pas de candidat. On n'a pas entendu de déclaration de Quai d'Orsay sur le sujet, sur cette élimination qui n'est pas négligeable. Il faut chercher les raisons, peut-être que si à l'occasion sur d'autres questions on va revenir. Vous savez que bon, le président Sassou il sait sur quel soutien il peut compter, et du coup donc il se sent conforté pour prendre certaines mesures qui aujourd'hui attire au président Tandja des mises en garde assez ouvertes. Bon, on voit que selon le poids du pays, selon le poids de la personnalité africaine, les réactions ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Justement, ça nous amène à parler quelque part de la disparition du président Omar Bongo et du rôle qu'il aurait pu jouer dans le cadre des élections présidentielles au Congo. Vous avez l'impression que sa disparition, c'est vrai, elle laisse un vide considérable, mais est-ce réellement un boulevard pour Sassou Nguesso pour faire au Congo et dans la sous-région CEMAC ce qu'il voudrait faire? Je pense qu'au Congo, c'est moins sûr, parce que le président Sassou lui-même a reconnu que le président Bongo, de son vivant, a essayé de jouer le médiateur, a fait la médiation entre les différentes sensibilités politiques au Congo, et a même calmé des ardeurs dans un pays qui est habitué à la guerre civile, qui est habitué où les armes sont encore cachées dans des coins de chambres. Le président Bongo, de son vivant, a essayé de tempérer, et peut-être que même s'il était vivant et si les choses venaient à s'envenimer, il aurait pu sans doute essayer de rapprocher les points de vue. Pour le Congo, je pense que sa disparition pourrait se ressentir si la situation se dégrade. Maintenant, c'est évident que sur le plan de la sous-région et même sur le plan africain, le président Sassou pense qu'il peut reprendre le flambeau laissé par le président Bongo, notamment dans le rôle de pilier de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, ce qu'on a appelé la France-Afrique. C'est-à-dire que le président Bongo était quand même, la France, ce n'est un secret pour personne, demandait au président Bongo d'intervenir dans des situations en Afrique, d'intervenir pour calmer telle chose ou telle chose, de faire la paix à tel endroit ou à tel endroit. Le président Sassou estime aujourd'hui qu'il peut légitimement prétendre à cette fonction. Mais il n'a pas les atouts du président Bongo. Le président Bongo était le doyen de chefs d'État africains, il avait des relations personnelles, il avait aussi son tempérament personnel qui était des atouts à lui, dont il se servait, que je ne suis pas sûr de retrouver chez le président Sassou. En plus, il y a d'autres prétendants à cette fonction. On l'a vu, même si sa disponibilité n'est pas toujours évidente. En tout cas, en ce qui concerne le Gabon, le président Biya a reçu d'abord Pascaline, a reçu ensuite Ali Ben Bongo, a reçu les deux en même temps. Ça veut dire que lui-même, il se sent un certain rôle, il sent qu'il peut assumer un certain rôle au-delà de son pays, le Cameroun.